Madame, Monsieur, chers téléspectateurs et soutiens de TV Liberté, l'heure est venue pour moi de vous présenter, au nom du président de TVL, Philippe Millot, et de toute l'équipe de TV Liberté, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous le savons, elle sera sans nul doute éprouvante, difficile, mais son lot de combat sera autant d'occasions pour nous tous de nous révéler, de tenir et d'affronter les forces qui se dressent face à nous. Je suis convaincue que la brutalité du pouvoir en place est avant tout le signal de son crépuscule en cours. Les temps qui viennent seront déterminants et les obstacles que chacun d'entre nous, à son niveau, dans sa vie quotidienne, rencontrera seront ardus, difficiles, décourageants même parfois. Mais la réussite de TV Liberté démontre que vous n'êtes pas seul, qu'un élan et une communauté existent. Malgré les obstacles et les attaques que nous avons subies, les téléspectateurs et les donateurs prouvent que nous sommes nombreux à vouloir une nouvelle ère respirable, un temps où notre indépendance, notre singularité et notre civilisation pourront à nouveau battre librement. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ensemble, nous devons continuer à ne rien céder aux mensonges, aux approximations, à la réécriture historique. Poursuivons notre chemin de droiture, de détermination, d'intégrité, sans jamais céder à la facilité. L'avenir nous oblige, vous et moi. Alors restez aux côtés de TV Liberté et marchons ensemble vers demain. Bonne année. Tu es là ou pas? Eh ben regarde, ça va le coup d'attendre, non? On boit ça, c'est pour parler de notre art d'aujourd'hui. D'après toi, Mais on ça ne se peut pas boit, boire, ça a des bulles. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est champagne. Très bien. Et le champagne, on le fait en mélangeant? Assemblage? Assemblage. Eh ben bravo. On va voir aujourd'hui donc l'art de... L'assemblage. Et les 3 cépages pour l'assemblage. Pinot noir, Pinot Meunier et Chardonnay. Bravo. Ah bah alors là, imbattable. Bravo. Tu as gagné le droit de me passer les clés pour que je conduise. Non, peut-être Comment ça, non? toi tu vas boire et moi je vais conduire. Oh bah zut alors. Bon, ok. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, Natalia, Bonjour. voilà. Bonjour. Natalia, je te présente Vitaly. On se serre la main ou alors on entrechoque le chapeau. Bonjour Vitaly. Et Pierre-Emmanuel Tétinger. Bonjour Voilà. Natalia, enchanté. Bonjour cher Laurent. Merci Pierre-Emmanuel Comment de ça va nous accueillir. Vitaly. Alors, nous sommes ici chez vous. Je voudrais que vous nous rappeliez à quel auguste personnage a appartenu cette maison. Je vais laisser la parole à mon père qui quand même... Alors Vitaly est bien sûr depuis plusieurs années la présidente de la maison, mais quand il y a des petites parties historiques liées au passé, elle me demande parfois de prendre la parole, ce que je fais avec plaisir. Alors, cette propriété a été acquise par mon grand-père, Pierre Tétinger, en 1932, à une époque où la Champagne était à la sortie de la crise de 29, donc avait des difficultés. Il rachète cette propriété avec 16 hectares autour, sans avoir de but bien précis, si ce n'est qu'il rachète cette propriété à un de ses beaux-frères qui était en difficulté et qu'il laisse à la tête de l'entreprise. Il s'appelait Paul Évêque, et ce Paul Évêque va ensuite former un jour François Tétinger, qui va être à l'origine de la vraie création de ce groupe sous l'autorité de son père, mais c'est François Tétinger et qui pose les bases de ce qui est devenu ensuite un grand groupe familial. Et la marqueterie est le point de départ de tout ça. Vous êtes ici dans ce petit château superbe du 18e qui est le berceau de l'aventure Tétinger. Et quelques mots pour dire qu'avant, il a appartenu à de nombreuses familles, mais à un personnage célèbre en Champagne qui s'appelait Jacques Cazotte. Et qui a Et fini Jacques guillotiné Cazotte, malheureusement. Qui était resté fidèle au roi, contrairement à beaucoup d'aristocrates. Lui n'était pas un aristocrate de naissance, mais il l'était de cœur.
Il est resté fidèle au roi, il a été arrêté une première fois, libéré, et la deuxième fois, il a refusé de se refaire libérer, et il a décidé de mourir fidèle à Dieu et à son roi, comme il l'a dit, en montant sur l'échafaud. Nous avons d'ailleurs, il y a quelques années, célébré la pose d'une plaque ici pour les 800 ans du premier sacre des rois de France avec le duc d'Anjou, et pour célébrer ce geste remarquable de... Natalia, oui. Nous sommes prêts à plonger dans votre art. Tu devines quel art? L'art de assemblage. Absolument, pour parler de champagne. Voilà. Et donc c'est Vitaly qui maintenant a repris la maison de champagne avec votre frère. Exactement, en 2020. Bravo. Voilà, juste Bon. avant que n'arrive ce tremblement de terre qui a été le Covid. Et oui. Ouais. J'ai eu la chance de succéder à papa et j'en suis très heureuse. Alors, une vue à couper les souffles avec beaucoup d'éléments et de villages qui appartiennent à la Côte des Blancs, mais aussi cette très jolie petite église à droite qui est l'église de Chameau, Ah oui. où le frère de Vitaly s'est marié, mon fils, notre fils, dans cette église qui est bien sûr classée monument historique et qui est absolument superbe et qui domine le village de Pierry. Et pour moi, c'est une des plus jolies. Isolée au églises de milieu la des Champagne. coteaux. C'est beau, hein? Magnifique, magnifique, magnifique. Le champagne, c'est une affaire des femmes. Ah, mais alors. Oui, absolument, c'est une affaire de femme. Et doublement, parce Oui. que là, nous regardons des vignes qui appartiennent à un vignoble de 288 hectares. Ça, c'est le trésor du champagne tétinger. Et ce vignoble est dirigé par une femme. Oh, Voilà. c'est joli. Donc, pour nous, c'est une grande chance, parce que les femmes ont beaucoup de talent, mais surtout, les femmes ont ce talent de regarder leurs enfants avec beaucoup d'amour et d'essayer de les comprendre un par un. Et finalement, un vignoble éparpillé partout en Champagne, c'est aussi une attention qu'il faut avoir pour les différences de chacun des coteaux, de chacune des parcelles. Et là, nous sommes à la marqueterie. Nous apercevons une vigne qui s'appelle Les Folies, vignoble d'origine de la famille. Nous avons commencé à partir de ces hectares autour du château. Les Folies, qui désignent un coteau en pente. Quand on est savoyard, on rigole, mais quand on est champenois, on se dit que c'est un coteau un peu plus rude que les autres à travailler, d'où ce nom de la parcelle. Pour rajouter qu'en plus, Tétinger a toujours eu une vision très féminine du champagne, à une époque où le champagne était considéré comme étant une boisson très masculine. On est une famille qui a beaucoup poussé le chardonnay, par exemple, qui donne la délicatesse, la légèreté. L'élégance. Pour certains, une part de féminité dans le champagne. Ouais. Tétinger a toujours été une grande maison de chardonnay. Le champagne Tétinger a été présidé d'abord par une première femme, qui était l'épouse de Pierre Tétinger, Anne-Marie, qui régnait sur ses fils qui étaient très brillants. Et pour ne pas faire de jaloux, l'arrière-grand-père de Vitaly avait décidé que ce serait elle qui présiderait la maison. Vitaly est donc la deuxième présidente de la maison. Mais il y a aussi une autre présidente très importante pour nous, puisque la marqueterie a donné naissance, a inspiré notre domaine californien, le domaine Carneros by Tétinger, qui depuis son origine en 1988 est aussi dirigé par une femme. C'est vous dire que il y a eu une femme d'abord, Eileen Crane, et maintenant Rémi Cohen qui dirige le domaine, un management extrêmement stable. C'est dire que les hommes de la famille Tétinger ont toujours placé les femmes au cœur de leur vie et surtout au cœur du pouvoir, ce que nous trouvons très bien. Vous avez un champagne à la base de chardonnay Oui. seulement. Et c'est Notre votre cuvée des star comtes de Champagne, notre cuvée Exactement. spéciale, qui est une des Et très là grandes cuvées spéciales de la Champagne, qui est composée uniquement des grands raisins blancs, grands crus de la Côte des Blancs, donc Nous pouvons les voir à côté d'ici. de la marqueterie. Et oui. Là-bas, derrière, en fait, Génial. derrière la... c'est une cuvée qui est toujours millésimée, nous ne la faisons que dans les grandes années, qui vieillit, que nous proposons à la clientèle après 10 ans de vieillissement au minimum, Et qui s'appelle et qui s'appelle la cuvée des comtes de Champagne. Comtes Voilà. de Champagne, blanc de blanc Qui est- et rosé. remarquable. et qui illustre parfaitement la finesse et la délicatesse du chardonnay. Et nous aimons rappeler dans la famille et dans l'histoire de la Champagne que c'est Thibaut IV, comte de Champagne, Eh oui, roi de Navarre, Eh oui. qui revient des croisades Ouais. avec l'ancêtre du plan de Chardonnay, la famille des comtes de Champagne ayant régné pendant plus de 3 siècles en Champagne. C'était la deuxième famille la plus puissante de France. Et cette famille a créé l'Europe économique, puisqu'elle a créé les grandes foires de Champagne, eh oui. où on venait de De toute toute l'Europe l'Europe, ouais, c'est impressionnant, ça. célébrer Ouais. le commerce. Ouais. Donc cette famille, en fait, elle était pour nous, les Tétinger qui l'avons remise en avant, puisque nos crayères gallo-romaines
appartenait aussi, l'abbaye de Saint-Nicaise, à la famille des comtes de Champagne. Nous avons acheté aussi en 1934 la demeure des comtes de Champagne. Donc les comtes de Champagne font vraiment partie de l'histoire complète de notre maison de Champagne. C'est soudé pour des raisons historiques. Et cette famille a joué un rôle beaucoup plus important qu'on ne le croit. Et la culture a beaucoup compté pour les femmes aussi. Le champagne, c'est plus qu'un vin, c'est un symbole. Le symbole d'une délicatesse, le symbole de la poésie. En fait, c'est un vin qui intègre le beau dans toutes ses formes. Et ça, je pense que pour les femmes, c'est quelque chose qui est important. Combien de temps chef de cave il prend pour créer votre goût? En fait, notre goût, il existe. Et par contre, une cuvée, pour avoir un très beau brut réserve, il faut attendre 4 ans. Parce qu'en fait, vous construisez votre cuvée, vous assemblez, vous faites exactement tout ce qu'il faut, mais après, il lui faut du temps pour que les arômes vraiment gagnent la complexité qu'on attend pour pouvoir sortir une bouteille de champagne. Il faut savoir que le champagne est un vin quand même très particulier. Partout dans la planète, les vins sont mis en vente dès la première année, dès l'élaboration. La Champagne a fait la promesse quelque part de laisser partir ses cuvées quand elles sont prêtes. Et pour ça, il faut du temps. Alors, ce temps diffère selon les cuvées. Mais pour un brut sans année, 4 ans, c'est déjà très beau. On a un vin qui est prêt à boire, qui offre de belles caractéristiques, des arômes qui sont beaucoup plus intéressants que si on avait laissé partir cette cuvée au bout de 18 mois. Et pour un millésimé, on va attendre encore plus longtemps pour que se révèle c'est ce caractère de l'année, pour sortir justement des caractéristiques propres aux différents cépages et pour gagner toute cette expression du temps et des terroirs. Donc Pierre-Emmanuel, vous nous gâtez, vous gâtez également ceux que l'on ne voit pas qui sont derrière leur caméra, les 3 là, vous les gâtez aussi et vous nous gâtez avec du comte de Champagne 1993, mais c'est Vitaly qui va vous en parler. Mais si vous m'avez demandé de parler, c'est parce que vous avez senti que j'étais le plus vieux. Effectivement, j'étais dans la maison déjà en 1993. Le comte de Champagne a une particularité, comme l'a dit le grand journaliste Perico Lécasse. Il a dit, je l'adore. Il l'a dit, le comte de Champagne, c'est le Montrachet de la Champagne. C'est-à-dire que c'est un vin qui est fait pour vieillir longtemps. C'est un vin de garde. Et on le vend, on le commercialise lorsqu'il a déjà 10 ans de cave, mais nous l'aimons, nous, quand il a 13, 14, 15, 20, 25, 30 ans. 93, vous vous rendez compte, il a donc 30 ans, si je sais encore compter. Et c'est un vin qui a encore gardé toute sa fraîcheur. C'est votre année de naissance, Vitaly? Oui, son effervescence. Allez. Natalia, le premier verre de champagne de la journée, c'est toujours dédié aux femmes chez Tétinger. Et le deuxième, ce sera pour nous, mon cher Laurent, et pour vous. Mais en attendant... Allez, santé au caméraman. Ça, c'est français. Merveille. Il est merveilleux. Non, franchement, c'est exceptionnel. C'est pas pour vous faire plaisir, mais ça reste mon coup de foudre. Et là, on sent bien cette idée des grands crus de Chardonnay. On se dit qu'il a dû y avoir une tension folle au début pour qu'il y ait autant de jeunesse et de fraîcheur-là. 30 ans, c'est dingue. C'est extraordinaire. Et là, il a une longueur, il est précis, il est beau. Il a 31 ans, et il est encore très gamin, très guerrier. Mais dans cette matière de la Côte des Blancs, il y a zéro vulgarité, même l'opulence est très contenue. Tout passe dans la structure, dans la tension, dans la colonne. Et on n'a pas vraiment cette chair qui peut vieillir un peu plus vite. Exactement, oui. Et là, c'est vraiment l'illustration parfaite. Ouais. Oui, et voilà quoi. Et voilà notre 12e étape de notre émission. Ah bon? Je crois que c'est
un très joli cave et je vois que les travaux elle est presque finis. Je crois que c'est une nouvelle étape pour Tétanger aussi, pour le groupe de Tétanger. Oui. Et je vois notre élégante Vitalie qui nous attend. Oui. Après allez. toi. Je vous attendais, exactement. Alors Vitalie, tu nous reçois en avant-première ici. Oui. Alors, ne soyez pas effrayés, il y a encore des clous, des vis qui dépassent de temps en temps. Il y a cette maquette quand nous rentrons, mais il y a une raison particulière. En fait, cette maquette rappelle que nous sommes ici, à l'endroit où il y avait l'abbaye de Saint-Nicaise qui a été détruite il y a quelques centaines d'années. Mais pour nous, cette maquette représente non seulement cette idée du patrimoine, et cette idée aussi que le vin est né bien souvent des moines, et qu'aujourd'hui encore, nous travaillons dans cet esprit de collégialité, avec cette envie de maintenir un patrimoine bien au-delà de notre propre existence. Donc voilà, c'est à la fois un lien patrimonial du lieu, mais aussi de l'esprit. Pierre-Emmanuel, je vois deuxième fois ce personnage. Elle est super connue en notre pays, à votre pays, partout, parce qu'elle a fait un grand voyage et je vois qu'elle était ici. Est-ce que vous pouvez raconter une petite histoire? Alors il s'agit de Pierre le Grand, de la visite de Pierre le Grand en Champagne, qui est reçu ici sur le site où se trouvait l'abbaye de Saint-Nicaise, qui a été détruite durant la Révolution française. Pierre le Grand est venu ici au cours d'un voyage d'État qui a duré 2 ans et demi. Il est resté 5 heures en Champagne et en Ardennes avant de partir sur la Belgique. Et pendant ces 5 heures, il a consacré 45 minutes à la visite des crayères gallo-romaines de l'abbaye de Saint-Nicaise, qui sont aujourd'hui les crayères du Champagne-Tétinger, qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et durant cette visite, il a voulu vérifier un phénomène dont il avait entendu parler. Il avait demandé à Louis XIV, le roi de France, la permission de vérifier ce phénomène. Et le phénomène était le suivant. Il avait entendu dire que les piliers de l'abbaye de Saint-Nicaise parfois tremblaient. Et lorsqu'ils tremblaient, il fallait apposer ses mains sur les piliers, faire un vœu, et ce vœu était normalement exaucé. Donc l'histoire ne dit pas s'il a vérifié cette théorie, mais l'histoire raconte qu'au cours de cette visite, dont Pierre de Bourges, qui l'a reçu, qui était le responsable de l'abbaye à l'époque, lui a fait goûter des vins tranquilles. On était en 1717, donc à l'époque, ce n'était pas des vins pétillants, c'était des vins tranquilles, c'est-à-dire du jus de raisin fermenté une seule fois. Et il aurait goûté les vins tranquilles aujourd'hui faits dans l'abbaye de Saint-Nicaise par les moines bénédictins de l'époque. Ce qui est très important pour nous, pour Vitalie, pour moi-même, pour Clovis, qui s'occupe bien sûr de la commercialisation du Champagne-Tétinger, car nos amis russes viennent très souvent voir ces caves qui ont été donc quelque part baptisées par Pierre le Grand en 1717, au moment où il est venu visiter les crayères gallo-romaines de l'abbaye. Et pour nous, d'avoir reçu le plus grand tsar de Russie est quelque chose qui marque profondément la famille, d'autant plus, comme l'a dit Vitalie, que ma mère, Corinne Deville, une merveilleuse artiste, était extrêmement imprégnée de culture russe. Je voudrais ajouter aussi une chose sur la Russie, c'est que mon père, lorsqu'il était député maire de Reims, a reçu ici Nikita Khrouchtchev et Valentina Tcherekova, qui était la première femme astronaute de Russie, et aussi Ekaterina Furtseva, qui était ministre de la Culture de la Russie, qui était une grande personnalité. Donc, c'est vous dire que pour nous, la Russie, ça compte beaucoup. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que mon père, député maire de Reims, avait beaucoup organisé avec le maître verrier de l'époque, l'atelier Simon Marc, que nous avons racheté ensemble avec Vitalie et d'autres. L'atelier Simon Marc a fait tous les vitraux du grand peintre russe Marc Chagall. Marc Chagall a fait faire tous ces vitraux dans l'atelier Simon Marc, qui est le plus ancien atelier de vitraux au monde, fondé en 1640, dont ces vitraux sont issus. Et les ateliers Simon Marc, pour lequel nous avons fait un reportage que nous invitons, Absolument. que nous vous invitons à redécouvrir. Vitalie, je vois ici un poupée russe, mais faite à votre façon. J'ai envie de savoir, s'il vous plaît, raconter pourquoi c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
bouteilles, ils sont en différentes tailles. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes buveurs de champagne. Ça c'est pour toi, ça c'est pour Natalia et ça c'est pour nous. Les moines se sont inspirés de l'Ancien Testament. Il fallait donner des noms au format de bouteille et ils ont choisi des grands personnages de l'Ancien Testament. Nabuchodonosor, Salmanasar, Balthazar, Jéroboam, Magnum, tous ces noms viennent de l'Ancien Testament. Il faut savoir aussi que les deux formats les plus utilisés en Champagne, c'est bien sûr la bouteille de champagne de 75 centilitres. Le Magnum déjà, ça a du succès, mais c'est déjà un signe de richesse extérieure, ostentatoire, donc beaucoup de gens parfois hésitent à servir des Magnums, même si c'est un très bon champagne qui est à l'intérieur. Et les gros formats, ma chère amie, c'est surtout pour la clientèle russe qui adore boire des grands formats, les Russes, et c'est très bien comme ça. Et maintenant je comprends parce que Et les Asiatiques aussi. Je ne savais pas que cette bouteille elle est trop petite parce que. Voilà, alors nos amis russes aiment beaucoup les grands formats, et l'arrière-grand-mère de Vitaly, et ma grand-mère donc, adorait ce format-là. Elle aimait cette demi-bouteille parce que elle est morte à 103 ans et tous les soirs, elle ouvrait sa demi-bouteille. Une bouteille, c'était trop pour elle, mais elle adorait boire sa demi-bouteille. Et c'est un format qui a repris quelque part du succès parce qu'avant, pour faire des demi-bouteilles, on transvasait le vin, on ne les élevait pas directement dans le flacon. Et aujourd'hui, les demi-bouteilles sont élevées comme les autres formats dans la bouteille. Et donc, ça donne un vin très agréable qui vieillit plus vite. Donc si vous voulez boire un peu de vieux champagne, vous achetez des demi-bouteilles parce que, pour des raisons trop compliquées à expliquer, la bouteille vieillit plus vite en demi-bouteille. Le champagne doit son existence à 3 pays. C'est pour ça qu'il doit son existence, allez, on va commencer par nos amis allemands, mais il n'y a pas d'ordre, hein, ou nos amis anglais. Les Anglais, en fait, les moines livraient des vins tranquilles en Angleterre, c'est-à-dire du jus de raisin fermenté une fois, comme du vin blanc, du vin rouge. Mais les vins de Champagne étaient moins réputés que les vins de Bourgogne ou les vins de Bordeaux. Donc les Anglais, un peu paresseux, ce qui fait leur charme. À l'époque, Madame Thatcher n'était pas encore arrivée. Et donc ils faisaient travailler le monde entier et eux, ils cultivaient tous les plaisirs du monde. D'ailleurs, ils ont tout inventé, tous les sports, le bridge, le poker, le football, le rugby, les Beatles. Ils ont tout ce qui est ludique et excentrique, la tasse de thé et tout, c'est les Anglais. Et ils ont inventé le Bordeaux, le Bourgogne, le cognac, le champagne, le Porto, le gin, tout ça c'est eux. C'est eux qui ont lancé toutes ces modes. Et ils se faisaient livrer des vins tranquilles de Champagne, mais qui étaient moins bons que les vins de Bourgogne ou de Bordeaux. Et donc ils prenaient leur temps, ils les laissaient un peu végéter sur les docks de Londres. Et ça rendait fous les moines, parce qu'au bout de 3 ou 4 mois de vieillissement au froid sur les docks, ce vin tranquille commençait à fermenter et à pétiller, à faire des bulles, ce qui était complètement hors cadre, hors sol. Et à ce moment-là, les moines étaient furieux. Il y a beaucoup de lettres de Dom Pérignon aux Anglais en disant « vous massacrez nos vins », etc. Et par fierté, les Anglais ont dit « mais non, mais nous c'est comme ça qu'on l'aime, laissez-nous faire ». Et du coup, Dom Pérignon, très intelligemment, a compris qu'il y avait quelque chose à travailler. Et c'est là où il a travaillé le procédé de la seconde fermentation. Donc les Anglais ont été très importants. Et puis les Allemands, au milieu du XVIIIe siècle, connaissaient très bien les techniques d'utilisation des levures et de la fermentation avec la bière. Et beaucoup de grands brasseurs de bière sont venus en Champagne, se sont souvent mariés avec des champenoises. Édouard Verlet a été le grand directeur général de la maison Clicquot. Il était le principal collaborateur de la veuve Clicquot. Et ils ont beaucoup fait évoluer la Champagne sur les processus de seconde fermentation. Et beaucoup de noms de maisons de Champagne ont des noms à consonance germanique. Moet, Mumm, Roderer, Clicquot, Teitinger, Bollinger, Bollinger, Krug, Deutz, Heidsieck. Donc vraiment, l'essentiel des grandes marques de Champagne ont des noms à connotation germanique, mais ils pouvaient être lorrains ou alsaciens, bien sûr, à l'époque où l'Alsace et la Lorraine étaient allemandes. Donc il y a 3 pays, moi j'aime bien rappeler ça, qui ont été au cœur de l'âme du Champagne. Et même nos amis allemands, on a quand même eu 3 guerres ensemble, qui ont duré à chaque fois quelques années, mais le reste, ça a été quand même des grandes années d'amitié, comme aujourd'hui, très fortes. Alors là, nous nous trouvons devant un escalier du XIIIe siècle qui montait à la salle des hôtes de l'ancienne abbaye de Saint-Nicaise.
Et cet escalier a une particularité très émouvante, c'est que vous voyez des marches qui sont en bas, comme toutes les marches de l'escalier, mais vous voyez aussi des marches sur le faîte de l'escalier. Et en fait, cette idée-là que les moines ont reprise, ils l'ont reprise de nos amis égyptiens au moment des pyramides d'Égypte. Dans les pyramides d'Égypte, comme il n'y avait pas de lumière, on s'orientait avec les pieds et les mains, et pour ne pas tomber, ils avaient des marches sur le faîte, et ils se servaient des marches avec leurs mains pour se guider. Je trouve que c'est une belle histoire et je trouve qu'elle est attachante. Et puis vous avez sur les côtés les portes de l'ancienne abbaye de Saint-Nicaise qui ont été récupérées petit à petit, que nous avons remises en situation au gré de nos crayères gallo-romaines que vous allez voir dans quelques instants. Dans ce parcours-là, nous sommes au début de notre visite des crayères. Juste un mot pour rappeler que la craie était extraite de ces sols, non pas pour conserver des vins tranquilles au départ, mais pour préparer les voies romaines. C'était un matériau qui était bon marché, et donc on s'en servait pour les fondations des voies romaines, mais aussi pour la construction des remparts de toutes les villes. Reims avait des grands remparts, donc on se servait de la craie pour les remparts. C'est un matériau bon marché qui prend l'humidité. Et puis pour les habitations, j'allais dire, modestes. Les habitations riches étaient faites en pierre de taille, mais les habitations plus modestes étaient faites avec de la craie. Et quand les moines sont arrivés dans ces caves et qu'ils ont commencé à les utiliser pour les vins tranquilles, ils se sont rendus compte très vite que c'était des lieux où on conservait très bien le vin, puisque la température était égale d'été en hiver. Tout Reims est constitué de crayères. Il y a plus de 200 km de crayères. Ces crayères qui ont servi beaucoup durant la Première Guerre mondiale pour abriter les familles, car Reims, comme vous le savez, a été bombardée fortement. La ville a été détruite à 80% durant la Première Guerre mondiale. Et on a découvert que beaucoup de naissances ont eu lieu ici. Des écoles se sont installées ici, dans ces crayères, durant la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1918, où là, le maire de Reims, qui était franc-maçon, absolument laïque, anticatholique, et l'archevêque de Reims se sont unis pour faire évacuer la ville totalement. Il y avait tellement de bombardements qu'ils ont dit à tous les Rémois, vous partez. Il ne sont restés que 4000 Rémois qui ont dit nous ne partirons pas, mais qui se sont réfugiés dans les crayères pendant 8 ou 10 jours au moment des énormes bombardements de 1918. Mais là, pour la première fois, le maire laïque, absolument anti-chrétien et tout, et anticlérical, et l'évêque de Reims se sont serrés la main et se sont unis. C'est une belle histoire quand même. Alors nous sommes ici dans un lieu important, surtout autour du magnifique prénom que porte la présidente de la maison de Champagne. Nous sommes ici dans les crayères gallo-romaines du IIIe siècle, la partie la plus ancienne de la maison. Cette crayère est celle qui est juste à côté, que nous allons voir dans quelques secondes. Ces crayères ont été construites pour les voies romaines, mais aussi pour la construction des premiers édifices religieux au IIIe siècle. Et les premiers édifices religieux qui ont été conçus par des catholiques qui ont été martyrisés pour leur foi, dont 2 martyrs célèbres, les martyrs agricoles, qui a donné son nom à l'agriculture, à ce qui concerne tout le travail de la terre, et Vital. Vital, qui était un saint et dont le prénom de Vitalie est issu, puisque Vitalie est le féminin de Vital. Donc il y a quand même un lien qui est fort. Les martyrs agricoles et Vital ont été donc tués, et c'est un lieu où la religion, à ses débuts, la religion catholique a beaucoup souffert, puisque Saint Nicaise lui aussi a été un saint martyr avec sa sœur Sainte Eutrope. Donc c'est un lieu où les invasions barbares ont joué un très grand rôle, où bien sûr après la pacification et la civilisation romaine a joué tout son rôle, mais les premiers martyrs ont participé au récit de la Champagne, au récit champenois, et on célèbre ici les martyrs agricoles et Vital. Nous sommes ici au remuage, c'est-à-dire à la fin du voyage d'une bouteille de champagne dans les caves. Ces bouteilles de comte de champagne ont vieilli 10 ans ici,
Et au bout de 10 ans, nous considérons que le champagne est prêt, la seconde fermentation est achevée et il s'agit donc de procéder à une opération qui s'appelle le remuage avant le dégorgement. Le remuage consiste à prendre une bouteille, on va prendre ce flacon par exemple, il y a un dépôt qui est ici et ce dépôt il faut l'évacuer, il faut le mettre vers le goulot pour pouvoir le faire tomber sur le goulot pour pouvoir le faire partir. Et avec lenteur. Avec lenteur. Donc pendant 3 semaines, ces bouteilles sont posées sur ces pupitres et progressivement, on fait un quart de tour. Toutes les 7 ou 8 heures, un quart de tour, et en même temps, on incline la bouteille pour faire descendre le dépôt. Et au bout de 3 semaines, à peu près, avec plus de 35 tenues, on appelle ça une tenue, le dépôt est au fond, se trouve au fond, près du goulot de la bouteille. Vous voyez, on le voit bien là, on le voit bien. Vous le voyez ici? Il est là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger cette partie-là dans une solution réfrigérée à moins 40 degrés qui va geler cette partie-là. Le dépôt va se retrouver prisonnier d'un bloc de glace. Après, il ne restera plus qu'à retourner la bouteille avec la pression. Ce petit bloc de glace partira en fermant le dépôt et on ne perdra pas le reste du contenu de la bouteille. Avant, quand on n'avait pas trouvé ce procédé de gel du dépôt, les moines dégorgeaient à la volée, c'est-à-dire qu'on enlevait le premier bouchon et on perdait plus d'un tiers de la bouteille. Et maintenant, grâce à ce procédé qui a été inventé par un ingénieur champenois dans les années 1920, qui aurait pu être multimilliardaire s'il avait déposé ce brevet, car aujourd'hui, toutes les bouteilles de vin effervescent dans le monde sont faites avec ce principe-là. Et c'est un principe qui n'a pas évolué depuis cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail est toujours fait à la main par des remueurs. Incroyable. Nous avons aujourd'hui encore des personnes qui viennent remuer chaque jour des milliers de bouteilles. Extraordinaire. Alors là, il va être content parce que... Ça, c'est reparti. Troisième partie, dit Le moment terrible des 10 questionnements. 10 questions. Voilà. On va y arriver. Oui. Et ils sont simples. Alors, nous avons 10 questions. Il faut répondre très spontanément, très rapidement aux questions, pratiquement sans réfléchir. Vitali, Parfait. première question. Natalia. Votre artiste préféré? Ah, c'est dur. Toi qui a qui a une âme d'artiste. Non, ça, je pourrais jamais choisir un artiste. Alors, de plusieurs. Ah bah, plusieurs. Non, j'aime Quels sont les artistes qui te touchent, qui t'ont touché? Nicolas de Staël, Rauschenberg me touche Ouais. beaucoup. J'aime beaucoup. Il y en a tant, c'est dur. C'est très dur. Non, déjà, il y a trois. Déjà, il y en a déjà. Ça suffit Voilà. déjà. Ton œuvre préférée? Mon œuvre préférée, c'est peut-être Les Toits de Paris de Nicolas de Staël. Ah, Ouais, j'aime beaucoup. joli ça. Mm. Le personnage historique avec qui tu voudrais dîner? Margaret Thatcher. Ça promet d'être assez mouvementé. Bon, et derrière ça, évidemment, la personne avec qui tu aurais aimé boire une coupe de champagne, ou plusieurs. Patti Smith. Ah. Ça aurait été plusieurs, je pense. Largement plusieurs. On va commencer par le bruit que vous préférez. Le bruit du bisou. Oh, c'est trop mignon ça. Hein. Oh, ça c'est adorable. Ah, c'est la première fois que j'entends une aussi jolie réponse. Le métier que tu n'aurais pas voulu faire? Conducteur de métro. Parce que j'aime pas être dans les endroits souterrains, T'aimes pas en être dehors dans la des caves. C'est pour ça qu'on est Non. parti très vite de la cave. Non, mais j'aime beaucoup la lumière. Alors, on a Ça parlé. se voit en plus. Le bruit que vous détestez. Le crissement de la craie sur un Ah tableau. ouais, voilà. Ouais, Je ouais. ne sais pas qui Entièrement aime d'accord. bien. L'autre art qui vous passionne. Passionne. La musique. Ah, je pensais que tu allais dire le dessin, l'architecture. Non, Ouais, bah oui, il y la en a mu- plusieurs. oui, il y en a plusieurs, mais c'est Ouais. vrai que j'aime beaucoup la Et- musique. Et puis j'ai déjà parlé d'art. Hein. On a Oui, déjà parlé oui. d'art. En fait. Alors, on peut peut-être rappeler, la musique c'est une passion de famille, la preuve c'est que ta maman. Ma maman est musicienne Ouais. et avant de rencontrer mon père, elle jouait de la viole de gambe dans les festivals et elle a toute sa vie dirigé des festivals.
ce qui était merveilleux, c'est qu'on avait des musiciens tout le temps à la maison. Et on a vécu au milieu de ça et j'ai toujours aimé. La peinture, c'est solitaire. La musique, ça se partage spontanément. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi émouvant. Et puis, je trouve que ça vous saisit. Ça vous saisit. Et quel instrument vous aimez plus? J'aime beaucoup le piano. Ouais, ça, je partage. Et votre plus belle folie? Mais peut-être les enfants. Ah, vous avez combien? J'en ai 3 plus 3. 1. 4. Ah oui, ça c'est une plus belle folie, c'est sûr. Le personnage que tu choisirais pour figurer sur un billet de banque? Peut-être bien sœur Emmanuel. Ah, c'est joli. Mais du coup, il faudrait donner le billet facilement alors. Il faudrait qu'il véhicule. Pour rappeler que l'argent n'est pas tout. Exactement. Vitaly, alors le lieu est totalement neuf. C'est en avant-première et une avant-première. Il ouvre à partir Du 22 juillet. du 22 juillet. Tu nous parles un peu du lieu, comment vous l'avez aménagé, parce que ça a été combien de temps de travaux? 2 ans. 2 ans de travaux. 2 ans de Que travaux. l'on peut suivre en regardant ces murs à travers l'œuvre d'un photographe qui s'appelle Hervé Robillard et qui a, pendant toute la période qui a duré les travaux, qui a pris des images de petits moments, de lieux vides, de lieux en évolution. Donc c'est presque, c'est très émouvant parce que ces images nous disent quelque chose du lieu. Il y a à la fois son âme artistique, son âme religieuse, et on se dit qu'un lieu ne change jamais de vocation. Donc ça, c'est assez joli. Et c'est très intime dans l'encadrement, dans la présentation, c'est très intime. Et On c'est garde complètement aussi, l'esprit. aussi secret que le monsieur qui les a créés. Et aussi, je pense que vous pouvez donner un très bon conseil à les gens qui ont envie de lancer Dans l'univers du champagne? dans Oh l'univers là. de Champagne. Oh là là. Qu'est-ce que je donnerais? Ouais. Un conseil. Eh ben, laissez-vous émouvoir par les vins. Sachez regarder leurs différences, que bien souvent, quand on dit champagne, pour tout le monde, il n'y a qu'un champagne. Mais les champagnes, c'est tout un monde. Il y a beaucoup de diversité et c'est beau de rentrer dans cette histoire de la diversité. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut toujours avoir l'humilité de reconnaître que nous n'y connaissons rien. Et justement, joli, quand ça. on se dit ça, Ouais. on découvre avec d'autant plus d'émerveillement. Il faut se fier à son goût. Parfois on dit j'aime, j'aime pas, mais c'est assez vrai. Il faut se laisser aller dans ce que nous sommes. Voilà, le premier repère, c'est quand même son palais, son envie. Donc voilà ce que je dirais. Ma chère Vitaly, pour terminer, Natalia. On a besoin d'une citation. Voilà, une petite. Ne parle pas si ce que tu vas dire est moins beau que le silence. Nous arrivons à la fin de notre émission. Question traditionnelle, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans notre histoire, dans notre art d'aujourd'hui? Pour finaliser, on doit avoir petite touche qui va toucher notre émission. Ah, tu as raison. Oui, petite magie. Ah bah voilà. Et voilà. J'adore tes tours de magie. Il va falloir Moi que tu viennes très souvent chez moi les faire. Très beau, belle beauté. Absolument. On va goûter un tout petit peu plus tard parce que j'ai quelque chose à te dire. Bon, Qu'est-ce qui m'a touché oui, la plus? C'est Vitaly. oui. Vitaly, la fille de Pierre-Emmanuel, parce que vraiment, elle savoir-faire gérer une grande entreprise et le savoir-faire connaître les vins des champagnes et le savoir-faire être maman et le savoir-faire Artiste aussi. artiste, Ouais. et savoir plusieurs choses, c'est incroyable. C'est vrai qu'elle a des tas de talents différents. C'est ça. Voilà. c'est ça. Donc finalement, nous avons vu aujourd'hui l'art de l'assemblage et c'est même également l'assemblage de ses talents. Voilà. C'est vrai. Ça te va comme conclusion? Parfait. Merci Natalia, c'est grâce à toi en vérité. Merci. Merci Natalia. Merci Laurent. Maintenant, on peut On peut y aller?